L'Afrique devient la nouvelle terre d'influence pour les grandes puissances mondiales. Après la France et la Russie, le secrétaire d'État américain a lui aussi annoncé une tournée africaine. Anthony Blinken se rendra en Afrique du Sud, en RDC et au Rwanda au mois d'août. De son côté, l'ambassadrice américaine à l'ONU se rendra au Ghana et en Ouganda le mois prochain. Et l'annonce de cette tournée américaine en Afrique arrive alors que le chef de la diplomatie russe rentre lui aussi d'une tournée sur le continent. L'Afrique au cœur des luttes d'influence. Comment? Pourquoi? On va décrypter tout cela avec Ousmane Diaye, rédacteur en chef Central Afrique. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors peut-être une première question sur cette visite d'Anthony Blinken en Afrique du Sud, en RDC, au Rwanda. Pourquoi le choix de ces pays? Qu'est-ce que ça signifie pour la diplomatie américaine? L'Afrique du Sud, malgré ce soubresaut interne, est la première économie du continent, la première armée du continent. Le Rwanda est un pays majeur en raison du leadership fort du président Paul Kagame qui a mené la réforme de l'Union africaine. Et enfin, la RDC est un pays clé en termes de matières premières, en termes de ressources et en termes de géographie, parce que c'est l'un des pays les plus grands et les plus importants. Et ce sont des pays traditionnellement alliés aux États-Unis? C'est compliqué à dire, hein. La RDC, à un moment donné, oui, sous Mobutu l'a été, par moment, non. Le Rwanda, quand même, Kagame est un allié historique des Américains. L'Afrique du Sud est très proche aussi des États-Unis. Alors Ousmane, vous rentrez de Guinée-Bissau, vous avez suivi la tournée africaine du président français Emmanuel Macron. Est-ce que pour lui aussi, l'objectif de cette première tournée depuis sa réélection en Afrique, première tournée en Afrique, est-ce que c'était aussi de contrecarrer l'influence russe sur le continent? Alors il y a deux choses. Il y a ce qui est annoncé, le discours officiel, donc économie, coopération, co-développement, et puis il y a la réalité que la tournée a prise, c'est-à-dire Emmanuel Macron en Afrique a été très clair sur les enjeux, sur la Russie. Et on se retrouve dans une situation où les Africains qui jusqu'ici maintiennent une position très à équidistance sur cette nouvelle guerre en cours. Une forme de neutralité, vous voulez dire? Oui, une forme de neutralité. Bon, il y a un certain nombre de pays importants de la zone francophone se sont abstenus de voter. On se souvient des pays comme le Sénégal, qui sont habituellement dans la zone d'influence française, n'ont pas voté tout de suite. Ils ont préféré une position de neutralité. Donc, je pense qu'il y a une volonté de convaincre, de faire adhérer les Africains au camp pro-occidental, au camp de l'Ukraine. Et paradoxalement, il faut le souligner, on dit que l'histoire ne se répète pas et elle bégaye. Quand vous prenez les deux pays, Cameroun et Bénin, que le président Macron a visité, c'est deux pays qui ont déjà vécu durant la guerre froide et qui ont même subi cette guerre des blocs. Le Cameroun, le Bénin surtout. Le Bénin a été un pays socialiste et la Guinée-Bissau, le PAIGC a été un courant marxiste. Donc Guinée-Bissau et Bénin ont eu un passé marxiste, un passé où ils ont dû choisir un bloc. Là, on a l'impression que c'est le retour des grands blocs, que l'esprit de Bandung, l'esprit de la neutralité n'est plus possible et qu'il va falloir à un moment donné se positionner entre la France et les alliés occidentaux, États-Unis, et puis l'offensive russe. Par contre, moi, je ne parle pas de nouvelle guerre d'influence. Je pense qu'à un moment donné, on a pensé qu'un bloc avait gagné la guerre avec la chute du mur de Berlin. On a eu l'impression que les États-Unis et la France, le bloc occidental avait gagné et que la Russie avait déserté l'Afrique. L'élément nouveau, c'est le retour de la Russie. Voilà, on voit des images de Sergueï Lavrov qui était lui aussi au même moment en Afrique, où il a visité notamment l'Égypte et le Congo-Brazzaville. Sur cette question de la neutralité, comment est-ce que les présidents africains finalement ont réagi au propos du président français, où finalement il a critiqué dans des propos à peine voilés la Russie, en leur demandant au fond presque à mots voilés de choisir. Comment est-ce que les chefs d'État africains ont réagi à cela? Je pense qu'il y a quelque chose qui est très important, c'est que les pays ont une mémoire, ont une trajectoire. Les Africains ont la mémoire de la guerre froide, ils l'ont subie. Donc il y a eu beaucoup de prudence, notamment au Cameroun, où le président Biya est resté sur une position très de principe, en expliquant que, par exemple, l'accord de coopération avec la Russie est une formalité.
c'est qu'on on peut en douter. Le Bénin, le positionnement du président Talon est plus clair. Il prend clairement le parti de la France, c'est-à-dire tout en demandant, il soutient l'Ukraine et surtout il demande clairement et ouvertement un appui militaire de la France en renseignement, en troupes et en armement. Même s'il, il faut le dire, hein, même si le président Talon a exprimé des réserves sur la lenteur française à aider le Bénin à s'armer, ce qui ouvre une possibilité toujours hein, pour se tourner vers les Russes. Mais le Bénin s'est clairement positionné. Le président Bissau-Guinée aussi, qui est le président de la CEDEAO, parce que je pense que le président Macron rajoute la Guinée-Bissau à cette visite, parce que la Guinée-Bissau n'était pas prévue, parce que l'enjeu aussi derrière, même si la Guinée-Bissau n'est pas un pays très influent, c'est la CEDEAO. Et la CEDEAO, il y a le Nigeria dedans, donc je pense qu'il y a une vraie volonté de contrer l'hydre russe qu'on voit arriver sur le continent. Alors, on soigne une dernière question en quelques mots, il nous reste peu de temps. Le président français a qualifié la Russie de puissance impérialiste et coloniale. Ce sont des termes qui peuvent être surprenants dans la bouche de l'ancienne puissance coloniale, dans la plupart de ces pays francophones. Comment est-ce que le chef de l'État français a apporté des contreparties finalement pour rénover l'image de la France dans ces pays? Oui, on le voit, Emmanuel Macron continue à ce travail qu'il a entrepris durant son premier mandat d'ouvrir la question de la mémoire coloniale. On l'a vu au Cameroun où il promet en tout cas d'ouvrir la totalité des archives, ce qui n'était pas le cas. On l'a vu aussi sur la question des restitutions. Je pense que le choix du Bénin est lié aussi à la question de la restitution des biens culturels. Merci beaucoup, Ousmane Diaye, rédacteur en chef Centrale Afrique. Merci à vous.